Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous en arrivons à la chronique numéro 165. Comme vous pouvez le constater sur le décorum, j'ai affiché le drapeau de la République islamique d'Iran. Alors, en l'occurrence, c'est bien de celle-ci que nous allons parler. Et donc, je voudrais parler un petit peu, en sortant des sentiers battus de l'hystérie et bien entendu du conflit tel qu'aujourd'hui les choses sont en train de se mettre en place, ce fameux face-à-face, comme le dirait notre ami Rayad. Et donc comment, finalement, au fond, essayons d'avoir une petite esquisse globale, globalisante, de ce système que certains, bien entendu, dans la majorité des cas, pour ce qu'il en est des chiites, réprouvent, je dis bien la majorité. C'est assez compliqué, il y a un peuple, un gouvernement qui est contesté, alors contesté, contestable, suivi, après chacun y voit sa position, restons neutres là-dessus. Alors, comment essayer d'analyser ce pays, dont effectivement l'Iran, pays en grande majorité chiite, à 90%, le reste étant des chrétiens, des sunnites et des religions plurimillénaires, des sabéens, des artoches, c'est-à-dire des zoroastres, chers à Nietzsche, et donc qui est présenté comme le principal, je dirais, concurrent, ou on pourrait qualifier modèle musulman concurrent de l'Arabie saoudite dans la région. Ce n'est pas seulement une rivalité, je dirais, religieuse, mais c'est également une rivalité historique, rivalité économique, rivalité linguistique. Tout rentre en ligne de compte, chez l'un comme chez l'autre, bien entendu. Alors, l'histoire, parce qu'il faut parler d'histoire, et les moyens d'action du schisme politique à l'iranienne, méritent effectivement qu'on s'y, je dirais, approche de plus près. On sait pertinemment que ce modèle est un modèle tout à fait hybride, pour ne pas appeler marginal, dans le schisme, puisqu'il est l'apanage d'une certaine construction hybride de l'ayatollah Ruhollah Moussaoui al-Khomeini, ayant intégré différents éléments, je dirais, exogènes et même endogènes au schisme lui-même, tels que, bien entendu, bonne, je dirais, dose de l'idée qutbiste, donc de cette Qutb, et de Hassan al-Banna, donc en l'occurrence des frères musulmans. Ceci étant, je pense que tous ceux qui m'écoutent sont au courant effectivement de cette idéologie hybride qu'aujourd'hui on qualifie effectivement, peut-être à tort pour les puristes, à commencer par les marjas de Najaf et je dirais même les opposants, par exemple les shirazistes. Donc, pour essayer de synthétiser, afin de ne pas trop se perdre, on va appeler ça le schisme politique à l'iranienne. Alors, bien entendu, puisqu'il est aujourd'hui existant et qu'il a une législation, une diplomatie, des intérêts, des partenaires, on pourrait le qualifier de modèle concurrent des islamismes sunnites, mais aussi dans les liens qu'ils entretiennent avec eux. C'est du reste assez complexe. Alors, la tentation de gérer théologique ou théologico-religieuse, comme certains pourraient l'appeler, et même, je dirais, téléologique, serait de voir dans la révolution iranienne un événement visant dès l'origine à promouvoir
la religion comme base de la société. Or, de la bouche de Khomeini lui-même, il a, je dirais, de ses vœux à une révolution culturelle, un peu à l'image de Mao, dans un autre registre bien entendu. Or, si, je dirais, on s'intéresse en profondeur aux événements, on constate que la révolution est née de revendications sociales progressivement encadrées par les religieux, et qui ont su habilement utiliser effectivement les revendications des différentes factions à l'époque contre le Shah d'Iran, et dont le Tudeh, qui fut le parti communiste iranien, qui avait une très grande base sociale. Et qui, bien entendu, une fois passés au pouvoir, les religieux se sont arrangés pour le faire disparaître, condamner et emprisonner la plupart de ses représentants. Toujours est-il, ils ont réussi à en faire une révolution islamique, avec l'instauration d'un régime plaçant la religion, ou une certaine forme, je dirais, d'utilisation de la religion en première ligne. Alors l'Iran a instauré un système politique très particulier. Il suffit de reprendre, moi je vous invite à lire la Constitution, ce qui est toujours important. Il faut souvent lire les constitutions et ensuite étudier effectivement les modes de fonctionnement des individus et l'articulation des différents groupes au sein des institutions. Alors, revenons à l'article 2 de la Constitution qui expose que Dieu exerce en Iran une souveraineté absolue et, ma foi, préside à l'élaboration des lois. Il s'agit donc, indubitablement, d'une théocratie, Théos Kratos. Il s'agit également d'une hiérocratie. Le pouvoir temporel est toujours placé en dernier recours sous l'autorité religieuse du clergé. Tous les rouages de l'État sont sous contrôle direct ou indirect d'un ayatollah. Alors, ayatollah, la ayatollah, c'est-à-dire signe de Dieu. Il faut bien comprendre que dans le clergé chiite, il y a trois grades. Le mollah, le hujjat islam et l'ayatollah, et ensuite au-dessus, l'ayatollah marjal taqlid, c'est-à-dire celui qui est digne d'être suivi. Alors, suivi bien entendu dans sa forme traditionnelle en matière éthique et religieuse et dans sa forme iranienne et également politique. Bon, le mollah c'est le maître, comme la traduction le veut, et le hujjat islam c'est la preuve divine. Voilà, pour essayer de vous expliquer, vous traduire un petit peu. Ce qui est un peu différent avec le sunnisme où effectivement les termes d'imam sont plus, je dirais, sont moins teintés funestement de symboles. On va dire ça comme ça. Alors, tous les rouages de l'État, comme je le précisais, sont sous le contrôle aussi bien direct, ou même je dirais indirect, repetita, donc d'un ayatollah. Ce que certains ont appelé également le guide de la révolution, ou appelé plus particulièrement le guide suprême. Poste que deux personnes ont occupé, Ruhollah Khomeini et Ali Khamenei, ou Ali Khamenei, pour ceux qui maîtrisent le persan. En revanche, si les candidats peuvent être censurés par les autorités religieuses, des débats politiques vifs ont lieu en Iran pour élire notamment le président et le majlis, terme qui bien entendu dans sa traduction aussi bien arabe que persan veut dire le parlement. Alors il existe donc un véritable débat démocratique dans un système politique par ailleurs contraint, où je dirais où la démocratie est limitée, voire ce que je pourrais qualifier comme étant encadré. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais rester neutre dans l'histoire pour essayer justement de pouvoir bien vous expliquer, si bien entendu sans prétention, avec mes humbles moyens et mes petits outils,
un petit peu ce que j'ai compris, ce que je comprends de tout cet aspect, je dirais, institutionnel. Alors, si la révolution islamique iranienne est le seul exemple abouti du triomphe politique d'une caricature, excusez-moi du terme, je n'ai pas trouvé d'autre, musulmane, il n'est pas parvenu à s'exporter. Alors, bien entendu, beaucoup le savent, disent oui, pas possible que ça puisse s'exporter, puisque de toute façon, il y a une source chiite, donc c'est impossible dans un monde sunnite. D'autres ont vu également le réveil de l'Arabie saoudite, prenant peur d'un modèle islamiste pouvant influencer d'autres populations. Donc cet échec est avant tout, et soyons factuels, et je dirais revenons sur Terre, car ce que je viens d'étayer, ce n'est que finalement une analyse imaginaire, qui est peut-être, qui se traduit dans le réel, mais revenons au factuel, je pense que l'échec est dû à la guerre contre l'Irak, débutée quelque temps après la Révolution. Mais je dirais qu'il y a des causes plus profondes. Prenons par exemple ce que j'appelle l'hétérogénéité religieuse au sein du chiisme. D'une part, et bien entendu, à la gestion des contestations économiques et sociales au sein du pays, d'autre part. En outre, pour compenser le caractère récent de la structure politique iranienne, les cadres du régime alternent les références religieuses et nationalistes, et cette dernière constitue également, je dirais, un frein à la possibilité d'exportation du modèle iranien. Rappelez-vous l'intervention des Moudjahidines Kharq, donc basés en Irak, de Rajavi, sorte de Moudjahidine un peu marxo-chiite, se battant contre la République islamique d'Iran, et qui ont effectivement fait des attentats, et les choses ont eu, je dirais, pour conséquence que le peuple se fédère autour du gouvernement, même si effectivement dans le quotidien le gouvernement est assez contesté, pour, je dirais, faire face aux Moudjahid Khalq présents en Irak pour deux raisons. Premièrement, le terrorisme était effectué d'une façon aveugle sur un territoire iranien, et secondo, pour les Iraniens, les Moudjahid Khalq qui étaient en opposition, peut-être à l'identique de la population, étaient quand même présents dans les anciens territoires ennemis que fut l'Irak de Saddam Hussein. Bon. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, on peut, je dirais, penser que la structure politique iranienne, par exemple les cadres du régime, alterne, je dirais, les références religieuses et nationalistes, comme je l'ai précisé, et ce qui finalement crée un problème, je dirais, de dimension internationale. Alors, il faut savoir que l'Iran est le premier pays chiite du monde. Je dis bien le premier pays, car le chiisme était bien antérieur en Irak, sous forme de communauté, puisque le chiisme est arabe à l'origine, vient du mot shia, qui veut dire partisan, nous trouvons même dans le Coran, Shi'at Ibrahim wa Moussa. Donc là, on parle d'un pays qui a défini le chiisme, enfin du moins je dirais le rite chiite, comme il y a le rite sunnite. Restons objectifs, hein, comme étant le rite d'un pays, dans je dirais, la religion d'État. Alors l'organisation du schisme duodécimain, 11%, maintenant on pourrait définir les chiffres à peu près à 15%, des musulmans du monde sont chiites duodécimains.
Les chiites du Haut-Décima croient qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Mahomet, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, et qu'après lui, à partir de l'imam Ali, jusqu'à l'imam Hujjat al-Hassan, c'est-à-dire le fils de Hassan al-Askari, dont le fils l'imam al-Mahdi est parti en ce qu'on appelle en occultation. Deux occultations. La grande occultation, la petite occultation, le sarir ou al-kabir. Bon, le raïb al-kobra ou al-sarir. Ça, c'est ce qu'il en est des chiites du Haut-Décima. Ils croient effectivement, au même titre que les musulmans, qu'il y a un Coran, que le Coran est digne de confiance et ne peut être retouché. Ils croient à la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à tous les prophètes, à tous les anges, qu'il y a effectivement un enfer et un paradis. Ils n'ont pas de différence, commettent effectivement les 5 prières par jour, vont au pèlerinage à la Mecque ou au petit pèlerinage à la Omra. Ils vont également faire des ziyarats, c'est-à-dire des visites sur les tombeaux des Zalides, c'est-à-dire des descendants, que ce soit l'imam Ali à Najaf, que ce soit l'imam Hussein à Karbala, ou que ce soit l'imam Hassan, ou même Fatima du côté de la Mecque à Fadak, bien qu'on n'a pas vraiment je dirais, de lieu géographique exact sur le fait qu'elle soit enterrée. Également l'imam Ali Reda, l'imam Mohamed al-Baqir, l'imam al-Jafar Sadiq, l'imam Ali Sajjad. Bref, la seule différence, c'est qu'ils ont effectivement d'autres rites qui sont liés, effectivement, puisqu'ils ont voulu suivre Ahl-el-Bayt, donc la famille du prophète, et plus particulièrement les descendants de Fatima. Alors pour la petite chose, pour en revenir effectivement sur les fameux 15% des musulmans du monde qui sont chiites de Haut-Décima, dont je viens expliquer grosso modo un petit peu l'aspect fondamental, est différente de celle du sunnisme. Tout d'abord, il existe un clergé constitué qu'on va appeler effectivement, qui s'incarne dans la Hawza, ça veut dire la Hawza est au chiisme ce que la Madrasa est au sunnisme, pour bien faire comprendre. Et ce clergé siège, par exemple, a siégé pendant très longtemps à Najaf, al-Ashraf, c'est-à-dire à la fameuse école théologique de Najaf en Irak. Et aujourd'hui, l'Iran est doté également de la même école qu'on appelle Qom, plus exactement Qom, et dont le tombeau de Fatima Massouma et de Moussa al-Kazim sont présents. Alors, bien entendu, ce clergé, à la fois hiérarchisé, complexe, qui pourrait peut-être être comparé un petit peu au clergé de l'Église catholique, avec un bémol, légitimité, je dirais, il y a une certaine légitimité, ou légitimée, on pourrait dire, par des études universitaires, car les études sont plus longues dans le schisme que dans le sunnisme. Les mathématiques, la logique, l'histoire contemporaine, l'histoire ancienne, l'archéologie, l'anthropologie, tout cela fait partie effectivement du parcours d'un jeune mukallaf, c'est un jeune disciple, parfois atteignant les 30 ans d'études. Bon. Et effectivement, tout cela renforcé souvent par l'appartenance à la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour bien comprendre, les turbans noirs sont les descendants du prophète, les turbans blancs les non-descendants, et les turbans verts sont ceux qui sont descendants, la plupart utilisés comme étant les gardiens du temple des grands maqams, ça veut dire des tombeaux et des mausolées, et n'ont pas de prétention, je dirais, d'ordre testamonial ou exécutaire, tel qu'on pourrait le comprendre en termes effectivement de religieux aguerris en matière de science. Alors l'analogie est un peu, je dirais, peut-être un peu tirée par les cheveux, mais comme en Turquie, on observe en Iran une traditionnelle union du politique et du religieux jusqu'au XXe siècle. Et au XXe siècle, les chahs successifs ont tenté, je dirais, de faire face à ces pouvoirs concurrents
Et la prise de pouvoir du général Reza Khan, c'est-à-dire Reza Khan, père des Pahlavis, qui renverse la dynastie des Qajars en 1925, marque, je dirais, un recul clair de la puissance cléricale, entraînant finalement, au fond, une sorte de modernisation par des réformes autoritaires. Alors, il ne faut pas oublier que Ayatollah Khomeini, ou Ruhollah Khomeini, s'appuie sur les contestations de ces réformes lorsqu'il développe dans les années 60 sa théorie du Wilayat el-Faqih. En arabe, traduction, gouvernement des doctes, ou du légiste. En perse, Velayat el-Faqih. Bon, expliquant que le pouvoir temporel, bien qu'imparfait dans la présence visible de l'imam, doit être sous l'autorité des juristes théologiens, souvenez-vous, l'imam qui est dans ce qu'on appelle le raïb, c'est-à-dire dans l'invisible. Bon. Donc en son absence, tout doit être sous l'autorité du juriste ou des juristes théologiens. Jetant bien entendu, in fine, ainsi les bases de la République islamique, et cette politisation progressive du clergé mène, je dirais, à la récupération de la Révolution lorsque le régime laïque chute en 1979. Alors le fonctionnement, je dirais, de la République islamique, comment s'articule-t-elle Comment finalement la République est-elle articulée? Alors l'Iran repose sur une théocratie, que les choses soient claires là-dessus. Alors le pays, je dirais, ayant mis en place un système politique très particulier, assis sur la souveraineté de Dieu, sur les pays et les lois, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure concernant ce fameux article 2 de la Constitution. On peut aussi qualifier l'Iran de hiérocratie, c'est ce que j'avais également défini sur le fait du pouvoir temporel qui est toujours placé, en dernier recours, sous l'autorité religieuse du clergé. Et les structures du pouvoir sont, je dirais, in fine, dédoublées entre institutions gouvernementales et institutions révolutionnaires. Et cette organisation conduit à un double contrôle et à forte dimension religieuse de la population iranienne. Les institutions gouvernementales fondent leur légitimité, je dirais, sur une constitution et des lois officiellement, je dirais, leur source dans les corpus des lois islamiques. Prenons exemple, c'est notamment au nom de cette moralité religieuse que l'État exerce un contrôle des opinions assumé et croissant avec le rôle aujourd'hui des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Bien que le gouvernement est obligé, effectivement, par rapport à la mondialisation, par rapport au débat d'idées, par rapport, je dirais, à la circulation de l'information, de trouver d'autres, je dirais, modèles pour essayer, entre guillemets, de ne pas trop compresser une population assez jeune. Alors ce contrôle peut se manifester aussi bien par des petits coups de plumeau verts sur les mèches des passants des tchadors, bien que là aussi ils ont été obligés de lâcher du lèse, à l'entrée par exemple des mosquées, que par la peine de mort prévue de façon automatique pour les trafiquants de drogue. Dieu sait qu'ils ont énormément de problèmes sur leur frontière, qui est assez longue, vis-à-vis des trafiquants de drogue balouches et provenant effectivement d'Afghanistan, PAO, et dont certains chefs de guerre en font le trafic. Alors, il faut bien comprendre que l'Iran est le pays qui exécute le plus au prorata de sa population. La contestation du pouvoir, je dirais, puise largement ses sources dans la situation économique. Ça, c'est un fait, je dirais, établi. Alors, au mécontentement lié à la difficulté de trouver sa place dans un monde économique fermé, sans parler bien entendu des embargos, qui n'aident pas à l'affaire, s'ajoute bien entendu la contestation des règles morales imposées par le régime. Certaines affaires ont marqué l'opinion, propageant l'idée d'une hypocrisie généralisée, qui décrivent ainsi Mohamed Reza Jalali et Thierry Kellner, sur l'arrestation en 2008 du général Reza Zaraï, chef de la police de Téhéran, en charge de la moralisation et de l'application des valeurs islamiques, trouvé en compagnie de 6 femmes nues dans une maison de prostitution dans la capitale. Et finalement, les choses n'ont pas eu, je
je dirais, à améliorer, voire même, je dirais, à contribuer, à améliorer l'image de la lutte que les autorités sont censées mener contre la prostitution. Bon. Mais à cela ne tienne, nous avons souvent vu, regardez Jimmy Swaggart aux États-Unis, grand évangéliste qui prône, je dirais, la chasteté, probité, et qui lui-même a fait son mea culpa alors, quand la question de la prostitution, où il a été vu dans ce que j'appelle des maisons closes. Bon, ça c'est encore un autre problème. Alors, en 79, la révolution est islamique et non chiite. Ça, que les choses soient claires. Même si cela est revendiqué par, je dirais, les adversaires, il faut recentrer à travers les écrits de Ruhollah Khomeini. Je vous invite à les lire, même si, à des égards, cela est un peu dur, non pas dans la difficulté de le lire, mais il y a des choses qui sont, à mon sens, des choses qui sont peu acceptables, mais je vous invite à les lire, comme déjà premièrement la Wilayat al-Faqih, la gestion du docte, le testament théologico-politique de Khomeini, et puis certains livres intéressants qui ont été faits par un universitaire, Christian Bonneau, qui est lui-même converti au schisme, et qui a fait un ouvrage assez intéressant sur Khomeini. Je ne partage pas ses thèses, mais permettent de faire réfléchir. Alors il faut revenir à ce qui fut à l'époque. Effectivement, la révolution était revendiquée comme islamique et non pas chiite. La preuve en est, c'est que l'Iran se qualifie comme une république islamique et non pas une république chiite. Bon. Alors le modèle révolutionnaire cherche à s'exporter. Bien entendu, nous étions dans les années 80. Il faut aussi replacer dans le contexte. Mais finalement, la tâche se révèle peu aisée avec le déclenchement rapide de la guerre Iran-Irak. Alors je ne vais pas expliquer quels étaient les belligérants, les sources de financement et pourquoi la guerre Iran-Irak n'est pas le sujet. Peut-être que dans l'avenir, je ferai une chronique là-dessus. Mais il faut savoir que la révolution effraie, notamment dans les pays sunnites où existe une communauté chiite, comme par exemple Bahreïn. Bahreïn, petit état du Golfe, où la majorité est chiite, et le sultan, le calife, est sunnite, et dont certaines poches pétrolières ou pétrolifères, pour le cas par exemple de l'Arabie Saoudite, il y a pas mal de tribus chiites. Alors, bien entendu, cette situation conduit, je dirais, à une instance renforcée sur les différences religieuses, voire même à une expansion, je dirais, limitée du modèle iranien perçu comme non islamique, mais seulement comme chiite. Et cela, bien entendu, cela fait partie de la propagande adverse, Arabie Saoudite en tête. Alors la volonté iranienne ne repose pas uniquement sur la volonté d'explorer, je dirais, le prosélytisme chiite, mais également sur l'influence de la révolution islamique, même en dehors du monde chiite, étant donné qu'il y a dans cette, je dirais, praxis de cette nouvelle révolution hybride, des éléments qui proviennent du monde sunnite, tels que par exemple la conception, je dirais, qutbiste ou baniste, excusez-moi du terme, la conception des frères musulmans, dans cette structure qui pourrait peut-être influencer le monde sunnite. Alors, je dirais la volonté d'expansion de son modèle par l'Iran a été fortement freinée, comme je viens de le préciser, bien entendu, par la guerre contre l'Irak, qui l'a obligé, d'une façon réelle et sérieuse, à passer du pan-islamisme, ce à quoi aspirait et espérait le régime, au panchisme, de ce qu'ils ont été contraints et obligés de le faire. Je ne cherche pas à les excuser, mais simplement replacer les choses dans le décor, puisque même Saddam Hussein
se servait de certains exemples comme la bataille de Qadissiyeh, où des Arabes se sont battus contre les musulmans, donc, au nom de... Et bien entendu, c'est tout ce retour revendiqué par la propagande saddamienne de Xerxès, Shapor, Kisra, tout ce qui a finalement fait la Perse, et dont Khomeini exècre le modèle. Donc, éviter de rentrer dans les propagandes, essayer de faire une synthèse, je dirais, à la tête froide, à la lumière, d'une part, de la pensée profonde des belligérants, et d'autre part, de l'histoire. Alors l'influence de l'Iran s'est donc surtout concentrée sur des organisations chiites, dès les années 80. Les puissances sunnites, notamment celles du Golfe, réveillées par la peur de l'arc chiite, ou du croissant chiite, selon ce que les experts peuvent définir, pour dénoncer bien entendu son influence. Et on va rester dans la dynamique du croissant chiite, ce sera peut-être un peu plus le terme. Ce terme a été encore invoqué sur la position entre le Hezbollah libanais, donc le Liban, et le régime alawite, de tendance originellement chiite, de Bachar al-Assad, jusqu'à l'Irak de l'époque de Nour al-Maliki et de l'Iran, et bien entendu en revenant sur Bahreïn, donc cette espèce d'axe, je dirais, en demi-lune du chiisme. Fantasme, réalité, je laisse à certains l'appréciation. Alors est-ce que finalement, au fond, c'est un épouvantail brandi par certains sunnites, ou est-ce que c'est une réalité? Alors, ce qui est factuel, c'est que l'arrivée au pouvoir d'un président chiite en Irak, comme je l'ai précisé, en 2005, semble créer une jonction entre l'Iran et ses alliés, également en Palestine avec le Hamas. Alors le Hamas, c'est très complexe, puisque le Hamas a été tantôt financé par les Qataris, tantôt les Iraniens. Dans le passé, l'Union soviétique a apporté également une aide à tous les mouvements de libération de la Palestine. C'est assez compliqué. Ça peut passer d'une main à l'autre quand on sait qu'aujourd'hui les cadres du Hamas habitent au Qatar. Donc c'est... Voilà. Bon, en tout cas, ça fait partie des politiques en mouvement. N'oublions pas bien entendu la création du Hezbollah au Liban, faisant suite au mouvement de Nabi Berri, les chiites Amal, mouvement effectivement mis en place par Moussa Sadr, dont présuppose son assassinat par le colonel Kadhafi, dont ses valises ont été retrouvées en Italie. L'affaire est peu claire, puisque même Khomeini, quand Kadhafi a voulu aller pour le féliciter, Khomeini a dit oui, je veux bien que tu viennes, mais avec Moussa Sadr. Comprends qui veut. Alors, aujourd'hui, nous parlons également du soutien apporté aux Houthis. Alors, les Houthis, qui sont des zaïdites, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des chiites du décimain. C'est aussi l'erreur que commettent peut-être volontairement ou involontairement par ignorance. Je prends par exemple les autorités d'Arabie Saoudite qui classifient les Houthis comme étant chiites pour essayer justement de les rallier à l'Iran et ensuite de justifier une attaque, pas eux-mêmes directement, mais par, je dirais, leur père spirituel que sont les Américains sur l'Iran. Les Houthis ne sont pas des chiites au sens strict du terme, ce sont des zaïdites. Conception encore tout à fait différente. Bon, je ne vais pas faire une chronique sur le zaïdisme parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Restons dans le, je dirais, dans le sujet qui nous importe. Donc, j'en reviens au soutien apporté aux Houthis, au Yémen, actuellement contre l'Arabie Saoudite, et qui entre également dans le cadre d'un soutien à une minorité religieuse très proche du chiisme, mais pas vraiment chiite puisque zaïdite, même s'il s'agit d'une population, je dirais, il faut à un moment donné que les choses soient claires. On peut pas, il faut avoir des connaissances quand on parle de quelque chose de bien précis. Donc on va parler de population zaïdite, et non pas de chiites de haut décimène. Donc les choses soient claires là-dessus.
Alors, là encore une fois, je vais revenir là-dessus, tous les chiites ne sont pas pour autant, je dirais, inféodés à Téhéran, et plus particulièrement au gouvernement islamique en place en Iran. Bien au contraire, la plupart des chiites, à commencer dans les villages ou même les endroits les plus reclus, ont pour tradition ou habitude de suivre des marjas irakiens, donc apolitiques. Je voudrais vous rappeler que Ayatollah Sistani, qui est actuellement le grand marja en Irak, ne s'est jamais exprimé en politique. La seule fois où il est sorti de son mutisme, c'est quand il a demandé à tous les Irakiens, sans exception, sunnites compris et chrétiens compris, de se battre contre un ennemi de l'humanité que fut Daesh. Donc, la politique, généralement, que ce soit chez Aboul Qasim Khoyi ou que ce soit chez son successeur Ali al-Sistani, Ayatollah Sistani, les marjas irakiens ont toujours eu la politique en horreur, donc ne se sont jamais mêlés de politique réelle. Bien entendu, ils réagissaient quand ils étaient agressés par l'armée républicaine de Saddam Hussein, ou de temps en temps quand Saddam leur envoyait des Pershing, ou leur envoyait des Scuds, ou leur envoyait, Pershing non, mais des Scuds, ou quelques agressions quelconques. Mais en tout état de cause, il n'avait pas pour prétention de créer un modèle avec une république et puis effectivement une police et autres. Bon, vous m'avez compris. C'est sur cela que je dis bien que tous les chiites ne sont pas pour autant inféodés à Téhéran. Et l'espace, je dirais, d'influence iranien est loin d'être uniquement chiite. Le Hamas, par exemple, mouvement qui est composé majoritairement de sunnites, alors effectivement, c'est un peu compliqué parce qu'il est issu des frères musulmans, et qui est largement financé par l'Iran depuis les années 90, avec de temps en temps quelques interventions financières du Qatar ou de mécènes qataris, et le soutien à la cause palestinienne permet à l'Iran de s'imposer comme défenseur des musulmans. Et ben, finalement, la révolution iranienne attire, elle inspire des mouvements dans de nombreux pays, notamment parmi les groupes sunnites, et c'est en cela qu'effectivement l'Arabie saoudite a pris peur. La révolution iranienne effraie les pays voisins, ce qui est une évidence, surtout ceux qui peuvent craindre une révolte de leur population chiite, Pakistan, Koweït, Bahreïn, Arabie saoudite également, puisqu'il y a des poches de population chiite, etc. Bon, cependant, je voudrais préciser que les organisations qui revendiquent leur inspiration iranienne sont dans leur écrasante majorité chiites, ce qui est en sens évident. L'Iran n'est pas en mesure de mener une politique organisée de soutien qui puisse aller au-delà des cercles et les pays qui a en réalité souvent d'abord répondu aux sollicitations des mouvements islamistes chiites préexistants et qui comptaient sur son appui pour consolider leur position. D'autre part, je voudrais également préciser qu'il y a de plus en plus un mécontentement de la population iranienne qui voit son niveau social s'effondrer et voir une bonne partie, je dirais, de ses biens et de son argent aller dans la solidarité de d'autres mouvements révolutionnaires. Et c'est en cela aussi que la population commence à gronder. Et nous ne sommes pas là pour financer la moitié des mouvements chiites dans le monde, y compris révolutionnaires. Car si c'est au détriment de notre, je dirais, notre dimension sociale, cela commence à devenir inconvenant. Alors voilà, je voulais faire une petite explication globale, sans rentrer trop dans les mécanismes, sans trop finalement faire du hors-sujet, pour qu'on puisse comprendre d'une façon tête froide euh, la position iranienne et son existence. Si j'ai pu apporter certaines, je dirais, certaines réponses, eh bien écoutez, vous me voyez heureux. Je ferai d'autres analyses, car effectivement, c'est un peu le phénomène de poupée russe. Hein. À chaque fois qu'on en ouvre une, il y en a une autre dessous. Donc, je pense que dans le temps, d'autres chroniques arriveront sur le détail de chaque événement relatif au sunnisme, au chiisme. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique, bien entendu.